Guadeloupe pour justement développer de nouveaux processus et aller et tendre vers cette résilience-là. Donc voilà, c'est ça le but de notre échange aujourd'hui. Et donc je laisse aux autres de se présenter et puis ensuite on va démarrer. Voilà, merci. Ben, moi, je me présente, je suis David Solana. Donc, je vis en Guadeloupe. Je suis directeur d'établissement social d'insertion. Je gère six entreprises d'insertion, dont une ferme de 21 hectares, en grande partie forestière. Et je suis aussi colistier enfin, sur la liste de Sébastien Gauthier. Voilà. Très bien. Bon, je suis Jessica Pierre-Justin, chef de cuisine. J'aime ma ville Sainte-Anne. J'ai notamment plusieurs pages, dont une qui parle d'elle. Je suis très, très, très intéressée par tout ce qui est biodiversité, tout ce qui est nature, tout ce qui est énergie renouvelable. Et je suis pas sur la liste de Sébastien, mais je suis là. Voilà. Merci. Nicolas? Ah, d'accord. Alors moi je m'appelle Nicolas Le Seur, je suis aussi habitant de Sainte-Anne. Je suis très intéressé par la problématique de la résilience alimentaire, du lien entre les personnes. Donc je suis dans une association qui essaye de mettre en place une monnaie locale, qui s'appelle le GADA. Et je suis aussi dans une association qui s'appelle TEDx Pointe-à-Pitre qui partage un petit peu les idées pour faire évoluer le monde de demain. Et c'est vrai que là j'ai rencontré Sébastien et cette liste de citoyens sans étiquette à Sainte-Anne. Et ça m'a intéressé de voir comment eux, comme ils s'intéressent beaucoup à l'environnement et aussi à la résilience des territoires, on pouvait essayer de conforter le projet et aussi de le développer et de se renseigner un petit peu à droite à gauche pour voir ce qui se faisait et prendre les bonnes idées et essayer de mettre un réseau en fait d'intérêts et de gens, que ce soit en France ou sur le département de la Guadeloupe, qui s'intéressent à ces sujets-là. Donc voilà, on travaille. Merci. Donc, Sébastien voulait que je me présente si Bonne connexion, là. Je crois qu'il a disparu, Nicolas. Oui. Ouais, non, encore, bon. À chaque fois je coupe parce qu'il y a du bruit à la maison. Dis-moi Sébastien. Ok. Oui, tu disais que tu n'avais pas une bonne connexion, on n'entendait pas la fin de ce que tu disais. Ah d'accord. Et donc à la fin je disais que justement notre but de travail c'est de mettre en réseau et de trouver des gens qui essayent de mettre en place aussi cette résilience et qui trouvent que c'est important et que c'était notre travail aujourd'hui de trouver les acteurs et d'échanger avec eux et de créer comme ça un réseau de gens intéressés par ça, que ce soit au niveau national ou au niveau départemental d'ailleurs. Très bien, merci à tous. Oh, mais très bien. Alors, Alexandre Boisson. Alors, d'abord, merci d'organiser cette réunion. Je suis très honoré. Alors, j'ai une affection particulière pour les Antilles, puisque mon père est né à Fort-de-France. Moi, ça se voit pas trop, parce que Ah, à l'âge de 5 ans, il est venu en Picardie, donc ça délave un peu. La Picardie, il pleut beaucoup, il y a moins de soleil. Mais j'ai encore une partie de ma famille en Martinique, donc non loin de la Guadeloupe. Et voilà, donc je suis très touché de faire cette réunion avec vous. Mon parcours, je vais la faire courte parce que donc j'ai fait 15 ans de sécurité publique, j'ai été policier, j'ai protégé des présidents pendant 9 ans, de 2002 à 2011. Jacques Chirac, puis 4 ans Nicolas Sarkozy. Je suis parti avant la fin du mandat. Un peu dégoûté de toutes les guerres qu'on faisait encore pour le pétrole à notre ère. Et j'ai voulu malgré tout m'intéresser donc aux raisons pour lesquelles on était autant dépendant de l'énergie. Tout ça m'a conduit à la collapsologie. Collapsologie, ça vient du collapse. Collapse, effondrement, c'est un mot qui est en ce moment assez répété, et même Édouard Philippe, le Premier ministre, l'a dit, ce mot collapse dans 4 conférences différentes, donc c'est quelque chose qui est à considérer. Donc l'effondrement,
les théories de l'effondrement, ben, on voit que c'est pas que des théories, hein, dès qu'il y a un problème systémique, donc un problème sur le système globalisé, on voit qu'on arrive vite à un effondrement. On voit aujourd'hui ce que ça donne au niveau des bourses, au niveau du prix du pétrole aussi, et puis de notre capacité, nous humains, à gérer notre alimentation. Donc, je reviens un petit peu en arrière, je quitte l'Élysée en 2011, je pars sur d'autres aventures, et puis au bout d'un moment, fort de tout un tas d'analyses, je décide de faire, avec un économiste qui s'appelle André-Jacques Holbeck, l'association SOS Maire. SOS Maire, M-A-I-R-E-S. Maire des communes. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'habitude, par mon ancien métier, à considérer des situations dégradées. On ne protège pas un président et on ne le sort pas à l'extérieur du palais en imaginant que tout va bien aller. Au contraire, on passe notre temps à imaginer que tout va aller mal. Et quand j'ai compris, donc après toutes les recherches que j'ai pu faire sur notre société et sur son interconnexion à différents flux, je me suis dit, dans une situation dégradée, quel est l'élu qu'on va aller chercher quand plus rien ne fonctionne, quand tout dysfonctionne? En l'occurrence, c'est pas le préfet, il est trop loin, c'est pas le ministre, il est trop loin, le président encore moins, et pas mieux avec le technocrate de Bruxelles qui pour autant décide de beaucoup de choses pour nous les Français. Donc, je me suis mis dans cette situation dégradée avec un maire qui est un peu désemparé dans mon scénario et à qui on va poser les questions. Monsieur le maire, qu'est-ce que vous avez prévu? Vous voyez bien que les supermarchés sont vides, il n'y a plus d'électricité. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et donc, à partir de cette déconstruction de notre société qui est aujourd'hui sur un flot de tout va continuer comme avant, c'est un peu moins vrai maintenant avec le coronavirus, mais sur cette idée-là, j'ai commencé à construire des stratégies pour que nous puissions, nous, humains, quelle que soit notre position géographique sur la planète, disposer de l'essentiel, du vital, et déconstruire des schémas de pensée qui, pour l'instant, font autorité sur la société, mais qui ne sont pas opérationnels. Alors, pour être plus précis, ça veut dire que aujourd'hui, et ça c'est Stéphane Linou qui l'explique très bien, un élu qui a fait 20 ans d'enquête sur la résilience alimentaire. La résilience alimentaire, c'est donc la capacité à se nourrir en cas de problème sur le système globalisé. On voit bien qu'aujourd'hui, le maire déconsidère cette question de résilience alimentaire. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose qui fait élire à l'aube des municipales, c'est pas quelque chose qui parle aux gens, la résilience alimentaire, parce que le cerveau humain est ainsi fait que tant qu'il n'a pas le problème, il n'anticipe pas les risques. Et cette question de la résilience alimentaire est pourtant cruciale. Tous autant qu'on est, je pense qu'on a au moins mangé aujourd'hui et au maximum hier. Hein, voilà. Mais on ne saurait pas avoir cette discussion tous autour de cette table numérique si nous n'avions pas le cerveau assez bien irrigué en nutriments, en oxygène, et bref, tout ce qui fait que nous puissions avoir une pensée. Nous sommes d'abord un ventre avant d'être un intellect. Si le ventre est vide, s'il manque de nutriments, c'est d'autres parties du cerveau qui vont réfléchir. Et c'est pas les plus tendres, c'est la partie reptilienne de nous-mêmes. Et c'est de là que vient la violence. Quand les gens manquent, ont peur, ils ont des comportements antisociaux. On voit bien là, dès que ça commence à manquer un peu dans les magasins, c'est tout de suite la ruée. Là aujourd'hui, les gens font la queue devant les magasins parce que il y a eu une sorte de reprise en main, d'organisation qui fait qu'ils sont un peu apaisés. Mais demain, si on a une vague de coronavirus, de personnes touchées dans les transports routiers par le coronavirus et qu'on a des décès dans les transports chez les chauffeurs routiers, les magasins vont se vider et ça va être pire qu'avant, pire qu'au début où on annonçait qu'il y allait y avoir un confinement. Les gens vont se ruer, vont se battre parce que pour la dernière chose qui reste, forcément, c'est beaucoup plus de reptiliens que toutes les autres parties du cerveau qui réfléchissent à ce moment-là. Donc voilà, l'idée donc a été de déconstruire des schémas, ceux qui nous permettent aujourd'hui de nous sentir confortables, et de reconstruire un confort, mais beaucoup plus cohérent.
Ça a été le fruit de tout ce travail qui repose en grande partie sur les travaux de Stéphane Minou, parce que, comme je le répète, hein, sans manger, on fait rien. Et à partir de cette résilience-là, donc cette capacité à traverser une crise, on peut construire d'autres résiliences. Aujourd'hui, notre société n'est pas résiliente énergétiquement. C'est-à-dire que si on a une panne d'électricité de plus d'une semaine, il y a des dégâts économiques colossaux. On a eu l'exemple avec la maire Geneviève Girard qui avait lancé une alerte au président Macron parce que pendant une semaine, ils ont été coupés d'électricité. Donc, les gens commençaient à péter un plomb. Il y a un volailler qui avait perdu ses volailles. Quand Enedis est venu mettre des groupes électrogènes, les gens volaient le carburant dans les groupes électrogènes. Donc, je le répète, il nous manque la résilience énergétique aussi. Puis là, on est en plein dedans avec la crise. Il nous manque la résilience médicale. S'il n'y a pas à gouverner, c'est prévoir. Et s'il n'y a pas des gens qui anticipent les crises, bah, le jour où les crises arrivent, c'est la catastrophe, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui meurent, faute, et c'est une faute politique de ne pas avoir assez prévu les crises. Donc, aujourd'hui, il est à considérer toutes ces résiliences, je le répète, alimentaire, énergétique, médicale, pour arriver à une résilience sociétale. Ça veut dire quoi? C'est donc capacité à traverser une crise, mais à l'échelle d'une société. Donc résilience sociétale. Et c'est ce qui va faire les vrais maires de demain. Les vrais maires de demain, ils ont une responsabilité. Et une responsabilité, c'est celle d'empêcher les troubles à l'ordre public. Au mieux, c'est plutôt au pire, les gérer. Et les gérer avec une vraie vision de la sécurité publique. Tous ceux qui sont dans le déni devraient être écartés dès aujourd'hui des responsabilités politiques parce que ça fait trop de morts, on le voit aujourd'hui. Gouverner, c'est prévoir, et donc la résilience alimentaire locale est de la responsabilité du maire. Comme le dit Stéphane Linou, on l'a oublié parce qu'on a été bercé par un flot d'énergie peu chère, et cette énergie, essentiellement, c'est le pétrole. Donc, plus ça va, plus les aliments viennent de loin, pas cher. On ne sait pas comment ils sont faits, mais c'est vrai que c'est pratique, ça vient, ça nous arrive tout près, moins cher parfois que le producteur local. Mais c'est de la responsabilité du maire d'avoir des stocks stratégiques, parce que les stocks stratégiques d'État n'existent pas. C'est ce que prouve l'enquête de Stéphane Linou. Il n'y a pas de stock stratégique d'État, c'est-à-dire que si demain, je le répète, les chauffeurs routiers ne peuvent plus livrer les magasins et que les magasins sont vides, il n'y aura rien à manger pour la population. Et là, le pire est à prévoir. Le pire est à prévoir parce que quand les gens ne peuvent plus manger, alors là, ils deviennent fous. J'ai ressorti les archives de ce que ça donnait, hein, les phénomènes de famine. C'est pas si vieux, hein, ça a moins de 100 ans. En 1938, en Ukraine, Staline avait empêché les Ukrainiens de manger. À la fin, ils mangeaient leurs enfants. C'est pas qu'ils aimaient pas leurs enfants, c'est parce que ça rend fou la faim. 1958, c'est la Chine, la politique agricole de Mao change, et pareil, les gens vont finir par manger leurs enfants. Enfin, c'est atroce ce que je suis en train de dire, mais ça se passe encore en Libye, ça s'est passé encore plus récemment dans l'histoire. Enfin, pardon, j'aurais pas dû mettre la Libye avant, mais dans les camps de concentration, ça se passait aussi. Je le répète, l'être humain, quand il manque de nourriture, n'est plus le même. Donc moi, je sais ce que c'est que ce genre de situation catastrophique, ultra violente. Avant d'avoir été au GSPR, j'ai été à la BAC Nuit Paris. J'ai donc vécu des choses qui étaient extrêmement violentes. C'est inscrit dans mes mémoires. Je sais ce que c'est la violence quand elle émerge, quand les gens pètent un câble. Donc, c'est de la responsabilité du maire de prévoir des stocks qui vont permettre d'atténuer les troubles à l'ordre public. On ne peut pas arriver à une autonomie complète, ce serait même une erreur, mais avoir des stocks stratégiques, c'est obligatoire. C'est obligatoire, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tout le travail de SOS Maire a été de consulter, de vérifier les plans communaux de sauvegarde et ce qui était prévu donc à ce niveau-là par les maires. Bien souvent, les maires donc négligent un peu ces documents qui sont pourtant vitaux pour leurs administrés. Le plan communal de sauvegarde, il est d'abord fait par le maire, il peut être fait aussi en coordination avec le préfet, voire en intercommunalité, mais avant tout, celui qui doit connaître son territoire et savoir comment sauver ses administrés d'un sinistre, c'est le maire. Point.
Du plan communal de sauvegarde, souvent émane le DICRIM. DICRIM, donc c'est D pour document, I pour information, C pour communal, RI pour risque et M pour majeur. Donc le DICRIM, c'est ce qui est à la portée de connaissance des administrés. Parce que autant le maire a obligation de le remplir, il y a 28 000 communes qui sont concernées par ce DICRIM sur 34 968. Autant le DICRIM, le maire a obligation de le remplir, mais autant les administrés ont obligation de le connaître. Et il n'y a pas assez de communication là-dessus. Donc nous, SOS Maire, on ne passe notre temps qu'à dire allez vérifier vos DICRIM. Pourquoi? Parce que les administrés, quand ils connaissent leur DICRIM, ils sont mieux protégés. Ils savent quelles vont être les mesures prises et ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire quand il y a un sinistre. Et dans le DICRIM, donc je reviens un petit peu en arrière, quand on a vérifié donc PCS, plan communal de sauvegarde, et DICRIM, nous avons constaté qu'à chaque fois, les mesures de protection pour les sinistrés, pour les nourrir, c'était d'aller réquisitionner des supérettes et des supermarchés. Sur la commune, je replante le décor, imaginons qu'il y ait que soit considéré dans le DICRIM des risques d'inondation. Je suis allé vérifier celui de Vitry-sur-Seine, là où j'habite. Vitry-sur-Seine, donc Seine, on attend une crue centenale, donc qui peut emporter une bonne partie de Vitry-sur-Seine. Donc dans le plan communal de sauvegarde, qu'est-ce qui est prévu? C'est d'aller réquisitionner des supérettes et des supermarchés pour nourrir les sinistrés en cas où ils sont vraiment cloîtrés dans la possibilité d'accéder à la nourriture. Mais ça, tout ça, ça vaut le coup quand les supérettes et les supermarchés ne sont pas eux-mêmes vides. Si on réquisitionne du vide, on nourrit personne. Et c'est une faute de sécurité. C'est une faute de sécurité puisque les troubles à l'ordre public doivent être empêchés. Donc il faut aller au bout de la chaîne, ce que préconise depuis 20 ans Stéphane Linou, et avoir, et c'est une obligation légale, il y a la tribune qui a sorti il n'y a pas si longtemps, je crois qu'on peut partager l'écran, mais il n'y a pas si longtemps, la tribune, un journal a sorti un article expliquant clairement que c'était de la responsabilité du maire de prévoir la résilience alimentaire locale. Ce qui est totalement faux aujourd'hui. Aujourd'hui, on dépend... Ah, je ne sais pas si vous m'entendez toujours, parce que ça me dit que ma connexion Internet est instable. Aujourd'hui, on dépend donc de ces supérettes et ces supermarchés. C'est très grave, puisque là, on a l'exemple avec le Covid-19 que à tout moment, tout le monde peut être touché, tant les policiers que le feu, le ministre de Védjan, tout le monde peut être touché, donc il faut arrêter. Président, je peux vous le garantir, si d'un seul coup, on commence vraiment à manquer de nourriture, le maire va se faire défoncer. C'est aussi simple que ça. Oui. Vous parliez de stock stratégique. Alors, c'est quoi exactement alors, le stock en question? Des conserves, des choses comme ça ou... Stock stratégique? Oui. Alors ça peut être les deux. Moi, je pense que on peut pas du jour au lendemain tout transformer, tout révolutionner. Je suis pas de cet avis-là. Moi, je suis quelqu'un qui essaie d'être le plus pragmatique possible. On ait des circuits alimentaires longs, bon, pourquoi pas. Qu'on ait de plus en plus de circuits de proximité et de coordination entre les communes, ça c'est une obligation absolue. Mais au moment où on se parle, c'est faux. C'est pas parce qu'on dit ça que pour autant les fruits et légumes poussent. On voit bien qu'aujourd'hui on a une population qui attend les bras ballants
que les pauvres réfugiés aillent dans les champs à leur place, hein, pour aider les agriculteurs. Donc, il n'y a pas plus tard qu'hier, il y a un préfet de Seine-et-Marne qui a réquisitionné ceux qui se font critiquer parce qu'ils viennent de Syrie ou de pays en guerre. Il les a réquisitionnés pour aller les mettre dans les champs. Pourquoi? Parce que nous, on est les bras ballants en se disant non mais c'est pas à nous d'aller, nous occidentaux, d'aller chercher des fraises et des asperges dans les champs des agriculteurs. Bon, donc ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, si on devait faire de la résilience alimentaire locale, on est incapable de le faire parce que, et d'une, la société civile n'est pas encore sensibilisée assez. De deux, on a un problème maintenant de terrain qui pourrait servir à cette résilience alimentaire locale. Il faut convaincre les agriculteurs qu'il faut faire de l'agriculture variée. Et est-ce que c'est possible techniquement? Pas toujours, parce qu'il y a des sols qui sont aujourd'hui tellement flingués à cause d'intrants et de pesticides que si on y met des graines anciennes, il n'y a rien qui pousse. Donc il y a un vrai travail sociétal. Donc c'est pour ça qu'à l'instant où on se parle, moi je pense qu'effectivement il faut faire des stocks stratégiques avec ce qu'on a, c'est-à-dire solliciter le plus d'AMAP qu'on ait, le plus de producteurs locaux qu'on ait, le plus de permaculteurs qu'on ait, enfin bref, tous ceux qui sont capables de faire produire pousser des choses en local et conserver ça. Et progressivement, petit à petit, faire une vraie communication d'État, mais qui commence par la commune, sur cet état de nécessité. Je parle bien état de nécessité, c'était un article du Code pénal, l'article 122.7, l'état de nécessité de considérer notre nourriture. Considérer notre nourriture, pourquoi? Parce que c'est bien beau d'avoir des grands débats sur la relocalisation, le fait que ce soit mieux de faire bosser les petits producteurs locaux, tatati, tatata. Mais il y a une contrainte économique aussi, c'est-à-dire que souvent, quand on fait du local, ça coûte plus cher, quoi, parce que la main-d'œuvre française, c'est pas la même que l'étrangère. La preuve, c'est que même les agriculteurs, ils attendent qu'une chose, c'est que ce soit des main-d'œuvre étrangères qui viennent dans nos champs. Donc, il y a quand même un vrai problème là-dessus, un vrai problème de société, mais c'est pas le moment d'en discuter maintenant. Vous m'entendez? Oui. Donc, l'idée, c'est que effectivement, il y ait de plus en plus de sensibilisation sur le fléchage de l'achat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on achète quelque chose, soit on construit la sécurité publique, soit on la déconstruit. Si on achète que du circuit lointain, oui. Alors j'attends que ça. On t'entendait plus là. Oui. Ça va mieux là, vous m'entendez? Ouais, ça va mieux là. Ouais. Ok. Donc, il y a une vraie considération sociétale à faire autour de cette résilience alimentaire. Est-ce que sur une commune, tout le monde a les moyens financiers de s'acheter du local? C'est la question. Ou est-ce que les gens ont un niveau de salaire tellement bas qu'ils ne peuvent que s'acheter du produit qui vient de loin? C'est ça la question. Et donc, si on veut arriver à refaire du fléchage et faire de la résilience alimentaire maintenant, il faut considérer ce qu'on peut faire avec notre société, avec les gens qui sont sur place, comment on peut les investir dans la construction de cette sécurité alimentaire nationale. Voilà. Donc, à l'instant où on se parle, on ne peut disposer de stocks alimentaires stratégiques qu'en considérant les circuits alimentaires longs. Et progressivement, faire que ces circuits alimentaires longs laissent place aux circuits alimentaires de proximité. Mais il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas mentir aux gens en disant que parce qu'on va mettre 25 terrains en permaculture sur la commune, on va nourrir tout le monde. C'est faux. Il faut progressivement conscientiser les gens pour arriver à du résultat. C'est ce qu'a très bien réussi à faire le maire d'Ungersheim, Jean-Claude Mensch. Aujourd'hui, avec sa régie agricole communale sur 8 hectares, les 2700 habitants de Ungersheim peuvent être nourris en cas de crise. Et la résilience alimentaire, c'est avant tout, alors c'est bizarre de le dire comme ça, mais c'est avant tout la conserverie. Comment on va conserver les aliments? Parce que c'est bien d'avoir plein de champs en permaculture, mais il suffit d'un
d'un changement climatique, à 47 degrés de canicule, pour que ça flingue toutes les productions. Donc, ce qui est le plus stratégique dans la résilience alimentaire locale, c'est la capacité à conserver des aliments. Voilà. Et adapter par rapport aux défis qui vont être les nôtres, donc les défis climatiques, adapter la réflexion sur le terrain qu'on a à disposition. La commune, c'est ce qu'il y a de plus efficace pour savoir quel est le terrain à disposition. Est-ce qu'il vaut mieux considérer des walipinis et des terrains semi-enterrés? Est-ce qu'il vaut mieux considérer de l'agroforesterie parce que ça résistera mieux au coup de chaud parce que les arbres font écran à la chaleur? Bref, il n'y a pas de règle nationale ou même internationale. C'est aux gens en local de considérer ce qui va être le mieux pour eux. Par contre, qu'il y ait une coordination intercommunale, voire étatique, c'est très bien. Ça maintient une sorte de système et de cohérence systémique que connaissent les citoyens, les administrés. Mais avant tout, ce qu'il faut considérer, c'est ce qu'on peut faire en local à l'instant où on se parle. Les objectifs d'arriver à beaucoup plus de résilience alimentaire locale avec des productions locales, oui, c'est un objectif. C'est pas une réalité aujourd'hui. Voilà. Très bien. Alors, en tout cas, ce que j'ai pu entendre, c'est... on peut peut-être se tutoyer, ça ne dérange pas, Alexandre? Non, ça ne me dérange pas. Voilà, merci. Donc, ce que j'ai pu entendre, tu as parlé d'échelle intercommunale, donc ça veut dire que la coordination qui est importante. Et puis, donc cette notion de coordination aujourd'hui qui n'existe pas, donc qu'on doit travailler, quoi. On doit travailler. Ouais, donc, cette notion d'éducation, d'acculture, comment on dit, acculturation? Acculturation. Aussi. Voilà, c'est ça, de la population. Ok. Sébastien, je vais te parler de Montfermeil. Montfermeil, c'est important en termes de sécurité. Pour moi, alors autant j'ai parlé de Ingersheim, il y a Kingersheim, il y a Langouette qui sont des exemples pour moi de ce qu'il faut faire en écologie, mais pour moi, en termes de gestion de troubles à l'ordre public, qui est avant tout le rôle du maire, hein, la sécurité fait partie des premières bases de la pyramide de Maslow, hein, pour se développer personnellement ou même sociétalement. Pour moi, l'exemple, c'est Montfermeil. Montfermeil, donc c'est une ville de région parisienne. Montfermeil, dans cette ville, il y avait la cité des Bosquets, et en 2005, c'est une cité qui flambait. Je ne sais pas si vous vous rappelez des émeutes qu'il y a eu en France en 2005, qui ont mis longtemps à se calmer, suite à deux enfants là, qui étaient morts dans un transformateur. Transformateur. Les cités s'étaient embrasées. Bon, 2005, ça flambait. 2019, là où je suis allé refaire une interview là-bas, tout le monde veut habiter dans la cité des Bosquets. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ce qui s'est passé, c'est que l'acculturation, c'en est une belle démonstration à Montfermeil. Ce qui s'est passé, c'est que la médiathèque a ouvert ses portes autour du troc de graines. D'accord? Troc de graines, les graines qu'on plante dans le sol. Hein. Les gens qui ne se parlaient pas ont commencé à se connaître, à se côtoyer, parce qu'il y a une grande diversité culturelle là-bas, autour de la permaculture. D'accord? Graines, permaculture. Donc c'est une nouvelle fois les mains dans la terre, on s'acculture avec la nature. Et à partir de là, les gens ont commencé à co-décider de ce qu'ils allaient faire. Ils ont mangé ensemble, ils ont fait des fêtes ensemble, ils ont fait des choses ensemble. Et le maire, qui a permis ça, et son équipe communale qui a permis ça, ont commencé à insuffler à des gens qui d'habitude se regardaient en chien de faïence, mais qui là s'étaient coordonnés, des plans d'urbanisme, des plans de société, des plans, qu'est-ce qu'on décide ensemble. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que donc les tours qui étaient très impersonnelles ont fini par être rasées. On a fait des immeubles à taille humaine. On a fait surtout des jardins partagés entre ces immeubles. Et je le répète, en un peu plus de 10 ans, les gens ont fini par d'une se connaître, se coordonner, faire système ensemble autour de la permaculture, de l'apiculture et même de l'élevage de poules. Et au final, maintenant, donc, tout le monde va habiter dans cette cité de Montfermeil. Ça, en termes de gestion de troubles à l'ordre public, pour moi, c'est
20 sur 20. C'est pas foutre des flics partout, et pourtant j'ai été policier, mettre des drones partout, mettre des cages partout, faire des banlieues 13, ça ressemble à rien, c'est n'importe quoi ça. Alors que ça c'est un vrai exemple. On se parle, on se coordonne. Ok, je suis maire, nous avons une problématique systémique, notre système peut dysfonctionner parce qu'aujourd'hui on dépend trop de circulos. Mais vous, mes administrés qui voulaient être protégés, vous devez être coacteurs de cette protection. Comment allons-nous faire ensemble pour qu'on favorise nos AMAP, nos producteurs locaux? Comment on va faire comprendre à nos agriculteurs qui se font entourlouper avec des gens qui leur racontent des légendes, que tout va toujours continuer comme avant, qui vont toujours avoir des pesticides, des intrants, alors que l'Agence internationale de l'énergie nous dit qu'on va avoir des pics pétroliers, qu'on va avoir des problèmes sur le pétrole. Et si on n'a pas de pétrole, on n'a pas de pétrochimie. Si on n'a pas de pétrochimie, on n'a pas de produits pétrochimiques et on n'a pas de produits à mettre dans les champs. Et alors qu'on a déjà des agriculteurs qui se suicident parce qu'ils ont et c'est un travail de forçat et ils gagnent très peu, ils sont encore en train de se faire embobiner. Donc je rembobine, je reviens un peu en arrière. Le maire, je suis monsieur le maire, j'invite mes administrés à considérer comment on va faire cette sécurité publique ensemble. Mais pas une sécurité publique, je répète, avec des flics partout. Une sécurité, une protection systémique ensemble. Comment nous, les administrés, nous allons acheter ce qui va bien, ce qui construit cette sécurité publique. Comment on va faire avec nos agriculteurs pour qu'ils ne se sentent pas ostracisés et qu'ils ne se fassent pas embobiner, mais qui viennent vers justement cette co-construction de la sécurité publique, et comment nous allons faire que le pouvoir d'achat local, et donc c'est très bien, parce que je crois que David, vous êtes tué dans la monnaie locale, comment on va flécher notre sécurité publique. C'est ça qui est la vraie gestion de crise. L'anticipation de crise. On parle de gestion de crise, mais en général, quand il y a la crise, tout le monde est un peu perdu. Hein. Donc la gestion de crise, c'est avant la crise. C'est l'anticipation de crise. Parce qu'il y a toujours des inconnus dans une crise. Le problème, c'est qu'on peut avoir bien anticipé plein de choses, mais quand on a encore des inconnus dans la crise, il y a toujours des crises. Typiquement, le coronavirus, c'est quoi? C'est un virus. À la base, des virus, on a su en traiter. Il y a eu le SRAS, il y a eu tout un tas de trucs. Mais un virus comme celui-là, qui bloque toute une économie, c'est une crise dans une crise. Et il y a encore la crise la plus grosse, qui est celle du climat derrière. Donc, il faut absolument avoir des bases, une base de gestion de crise, et elle se coordonne avec les administrés. J'en termine. Je veux juste, parce que j'ai trop pris la parole, mais je veux juste bien symboliser l'importance pour les administrés de connaître leurs 10 crimes. Et d'ailleurs, il y a une loi qui les oblige, hein. C'est la loi 2004-811 de modernisation de la sécurité civile. Cette loi, elle dit que chacun doit connaître les dispositions qui sont prises par la mairie pour sa protection, voire être force de proposition pour les améliorer. Donc c'est tout ce qu'on vient de se dire aujourd'hui. Dans le 10 crimes, tiens d'ailleurs, est-ce qu'il y en a un qui le connaît? J'ai demandé, j'attends toujours que le maire me le communique. Ouais, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont pas rempli, des maires. Mais imaginez bien que si vous êtes près d'une centrale nucléaire, dans votre 10 crimes, il est écrit, noir sur blanc, que si au moment d'un accident nucléaire, vos enfants sont à l'école, n'allez surtout pas chercher vos enfants à l'école. Pourquoi? Parce qu'ils vont être pris en charge par la mairie et les primo-intervenants que peuvent être les pompiers, les infirmiers, enfin bref, le SAMU, tatati, tatata. Qu'est-ce que font les gens qui ne connaissent pas leurs 10 crimes? Imaginons, on plante le décor. Je suis papa, je viens de déposer mes enfants, je suis dans la voiture, et puis j'entends à la radio, alors que j'arrive presque au boulot, il y a un accident sur la centrale nucléaire, et je ne connais pas mon 10 crimes. Qu'est-ce que je fais? Frein à main, demi-tour, et je file, comme tous les autres parents qui auront entendu la même information, à l'école. Qu'est-ce qui se forme devant l'école? Un bouchon de circulation. Et puis en plus, avec une école vide. Donc tout le monde en panique, un bordel sans nom. Et qui fait pimpon et qui ne peut pas passer, peut-être? Les primo-intervenants qui devraient donner la pilule d'iode aux enfants. Donc voilà l'importance pour un maire de considérer les dispositions de sécurité. C'est pas chiant la sécurité si on la porte bien, si on l'amène bien.
Si par contre on dit, Avant de parler, et c'était simple, rien. pardon, Jessica, j'ai pas entendu. Non, non, excuse-moi, excuse-moi. Ah, d'accord. Le truc, c'est que euh, si la sécurité, c'est toujours cette idée de répression, ça ne peut pas aller. C'est pour ça que moi, je parle beaucoup plus de protection que de sécurité. C'est une belle chose à la base, la sécurité, c'est pour qu'on soit en vie. Mais ça a été galvaudé à coup de trick, à coup de gaz lacrymogène, et plus personne ne supporte la sécurité aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est avoir une attitude protectrice, et c'est ce qu'on demande à un maire. C'est d'être le bon père de famille ou la bonne mère de famille d'une commune. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, David ou... Moi, j'aimerais. Alors, j'ai une réaction et puis qui aboutit sur une question. En fait, pour relocaliser, et je suis content d'entendre ce discours-là parce que moi, je suis à 2 milliards de pourcents d'accord avec toi. D'autant plus qu'ici, en Guadeloupe, le contexte est accentué parce que des risques, ben, il y en a énormément. Il y a des risques volcaniques, il y a des risques sismiques, il y a des risques de tsunami. On est insulaire, donc on sera probablement impacté les premiers par les changements climatiques. On l'est déjà. Le docteur Henri Joseph dit qu'il y a à peu près 60 jours d'apport protéique sur la Guadeloupe, ce qui fait que, par exemple, aucune grève, notamment la grève de 2009 qui avait duré 44 jours, ben, aucune grève pourrait durer beaucoup plus longtemps parce que ben, on est sur une économie encore sucrière. Il y a un lobby énorme de la grande distribution qui est historique. On est vraiment dans une situation sanitaire qui est déplorable. Il faut savoir que le CHU a brûlé, qu'il y a un CHU qui est en construction. Moi, je peux vous le dire parce que j'ai été aux urgences il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais l'impression d'être dans un dispensaire en Inde. On est dans une situation qui est extrêmement complexe et où se surajoute en plus, parce que moi, justement, je gère une ferme de 21 hectares que je peine à développer parce que je me heurte à des mentalités qui me disent clairement l'agriculture n'a pas d'avenir en Guadeloupe, enfin des choses, des choses enfin, qui moi me rendent dingue, hein, vraiment me rendent absolument dingue parce qu'on a à côté de ça des potentialités qui sont énormissimes en termes de ce qu'on pourrait appeler d'économie systémique, si on reprend les termes d'Isabelle de Lannoy. Symbiotique. Pardon? Symbiotique. Symbiotique, pardon, voilà. Symbiotique, excusez-moi. Je me permets, c'est une amie. Ouais, voilà. Donc, et moi, ce qui m'interroge, en fait, si on ramène tout à la localité, ça amène à ma question, c'est finalement, ici sur Sainte-Anne, puisque nous, on s'est engagé sur Sainte-Anne, sur une liste sans étiquette, avec ben, ce que l'on est, nos compétences, etc. Mais bon, sans appareil politique, sans apparatchik derrière politique, sans pognon, enfin, avec juste des bouts de ficelle. Et c'est comment, finalement, arriver à faire prendre conscience à la population. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression, et malgré le Covid aujourd'hui, que les gens sont encore dans ces réflexes ultra reptiliens et que finalement, on l'a vu lors des élections, bah, le maire a failli passer au premier tour alors qu'on a quand même une problématique de l'eau aussi parce que dans la pyramide de Maslow, nous en plus, on peut rajouter l'eau parce qu'on n'a pas d'eau. C'est-à-dire qu'on est dans un truc où moi, à un moment donné, je me dis, mais les gens enfin, c'est un éco-suicide, quoi. C'est-à-dire que les gens, ils foncent comme des moutons de Panurge au bout de la falaise et finalement, les bergers qui sont des mauvais bergers, eh ben, continuent à les conduire au précipice. Donc moi, finalement, cette question-là, c'est parce que derrière tout ça, enfin, je me dis, euh, et je suis d'accord avec toi qu'il faut que au moins le maire puisse être conscient de ça. Mais quand on a des maires qui ne le sont pas du tout, ou en tout cas qui font que du greenwashing, parce qu'aujourd'hui, en plus,
beaucoup vont se saisir de ça, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser toutes ces questions-là sur l'environnement, c'est-à-dire que ceux qui n'avaient eu rien à foutre, excusez-moi l'expression, je suis un peu en colère, de l'environnement, aujourd'hui, ça devienne des Arne Naes, des écologues profonds qu'on n'a jamais vus sur la planète. Donc, cette question, c'est comment conscientiser les personnes au niveau local, vraiment. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Je vais faire une petite parenthèse. Moi, je suis ami avec Stéphanie Gibault. Stéphanie Gibault, c'est celle qui a ramené des milliards d'euros à la France dans le cadre de l'enquête qu'il y a eu sur UBS, une banque suisse, et l'évasion fiscale. Et donc, on a avec elle prospecté pas mal de lanceurs d'alerte. Lanceurs d'alerte, donc ceux qui justement disent une vérité pour protéger l'intérêt général. Et on voit bien que les gens ne réagissent pas. Ils ne réagissent pas parce que c'est apparemment physiologique de ne pas réagir. Première chose, les gens préfèrent un mensonge qui rassure qu'une vérité qui dérange. Ça, c'est le premier point. Et tant qu'on n'a pas touché un peu le reptilien, ben on voit que à chaque fois, ça se rétablit. Les gens se rendorment. C'est un peu comme dans Matrix. Ils se rendorment après une crise parce que ce qui les intéresse, c'est que tout continue comme avant. Donc, il n'y a pas, c'est pas vraiment étonnant que les plus corrompus tiennent le pavé parce que ils rassurent bien. C'est-à-dire que demain, il faut être écologiste, bah, ils prennent le veste écologiste. Demain, il faut être autre chose, ils prendront la veste qui va bien. Et majoritairement, les gens fonctionnent sur l'homéostasie. Alors, je parlais tout à l'heure du ventre. Le ventre, c'est ce qui détermine notre pensée, hein, plutôt que l'inverse. C'est pas la pensée qui détermine notre ventre. Et l'homéostasie, bah, c'est un système physiologique humain qui fait que quand par exemple, on a froid, bah, on va trembler, on va rétablir la température. Et c'est comme si s'était pas passé grand chose au final. Bah, notre système intellectuel fonctionne du même principe. C'est-à-dire que au final, quand il y a une crise, peu après la crise, on n'a pas vraiment tiré l'enseignement. Des crises se succèdent. On a eu c'était quoi, Christina, l'ouragan. Ouais, il y a eu plein, il y a eu Saint-Martin. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pas vraiment grand-chose, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'anticipation des risques. Pendant un temps, alors je ne vais pas la faire trop longue, mais pendant un temps, quand on était encore des chasseurs-cueilleurs, on était avec le reptilien qui parlait beaucoup à d'autres parties du cerveau, donc on était capable d'anticiper les risques. Mais depuis qu'on a su inventer l'agriculture et ainsi de suite, et avoir un mode qui nous garantit une sorte de nourriture, ben on n'est plus capable aujourd'hui de réveiller le reptilien avant que lui-même se réveille. Bon, tout ça, ça paraît un peu très théorique, hein, mais je vais revenir vraiment à la question. Donc là, le seul truc, c'est de faire des démonstrations. Moi, j'étais assez je suis certainement choqué, mais j'étais assez satisfait quand les Gilets jaunes en 2018 avaient bloqué des ronds-points et en bout de chaîne, bah, il y avait des magasins qui se vidaient. Bon, malheureusement, ils n'ont rien fait de ça parce que la démonstration était super. C'est-à-dire que là, pour faire prendre en conscience qu'on manquait de résilience alimentaire locale, ils auraient très bien pu prendre cette démonstration-là et justement s'engouffrer dans ce qui aurait pu être politiquement décisif. C'est-à-dire dire, écoutez, nous, maintenant, on veut réécrire, comme il voulait le RIC, là, un RIC autour de notre protection, autour de ce qui fait que nous, humains, gilets jaunes ou pas, on va vivre bien. Bon, ils l'ont pas fait. Alors, comment on réveille les gens? Bah, il faut faire des démonstrations. Et de plus en plus, il faut rabâcher, parce que c'est la seule arme qu'on ait aujourd'hui. Nous, SOS Mer, on a atteint des petits résultats, mais c'est pas terrible. Il faut pas oublier que Stéphane Mou, ça fait 20 ans qu'il alerte. Et en gros, c'est l'actualité qui lui donne un peu raison. Enfin, c'est même pas un peu raison, c'est raison, mais pas encore assez. Parce qu'on voit bien que c'est évident pourtant que les magasins pourraient se vider. Mais il n'y a toujours pas de réunion publique pour dire hey, on se réveille là, on va pas attendre que les magasins soient vides et que ce soit la guerre civile pour commencer à penser à la résilience alimentaire. Pourtant, on est à un cheveu que ça se passe. Donc, on n'a que cette arme-là, c'est-à-dire d'aller au contact des populations, si possible faire des démonstrations que tout peut se casser la figure très vite pour arriver à convaincre de plus en plus de personnes. Mais c'est du rabâchage, c'est usant, c'est un travail presque sacrificiel.
mais qui, au bout d'un moment, va quand même payer. Ça, c'est évident, puisque de plus en plus, nous avons des crises successives. C'est-à-dire que c'est là le côté positif, dans le négatif, c'est que autant avant, les gens avaient le temps de se rendormir entre deux crises. Autant là, elles vont très vite. Donc l'homéostasie, ça fonctionne plus. Alors, et je termine vraiment sur quelque chose à nouveau physiologique, c'est-à-dire que là, on rentre presque en hypothermie. Quand on voit comment fonctionne l'État aujourd'hui, il essaie de maintenir en vie un système qui ressemble à l'hypothermie. L'hypothermie, c'est quand le corps a trop froid et il va préserver entre le cerveau, les poumons et le cœur le flux sanguin. Il laisse nécroser le reste. Hein. On est à pile poil là-dedans. C'est-à-dire que là, il y a plein de gens, des indépendants, qui économiquement sont en train de mourir, sont en train de nécroser. Hein. Alors, il n'y a plus que les systèmes qui permettent d'assurer la santé, et comme le cœur, et puis et la nourriture qui fonctionne. On est en hypothermie de la société aujourd'hui. Donc là, ceux qui ne veulent pas nécroser, ben, c'est à eux, maintenant qu'ils ont du temps, tous les indépendants, tous ceux qui ne travaillent plus et qui ont à disposition des conférences comme celle-ci que tu organises, Sébastien, qui doivent contacter les maires. Contacter les maires. Il ne faut pas les lâcher, là, maintenant, les maires. Ça va dans un sens, on cherche à les protéger à SOS Maire, mais on cherche aussi parfois à leur rentrer dedans. Parce qu'il ne faut pas avoir des maires qui sont aussi négligents que ceux qui, par exemple, là, récemment, ont refusé de filer leur masque et leur gel hydraulique à des hôpitaux qui en avaient besoin, parce qu'ils attendaient le deuxième tour. Donc, ça, il faut leur rentrer dedans, ces mecs-là. Rentrer dedans. Il n'y a pas, enfin, rentrer dedans, pas physiquement, mais en tout cas, au niveau de la loi, il ne faut pas hésiter à déposer plainte contre des gens comme ça. Il faut absolument refuser d'être gouverné par des hystériques pareils. C'est pas possible pour moi. C'est 223.1 du Code pénal, mise en danger de la vie d'autrui. Qu'est-ce que vous allez attendre comme protection de gens barrés comme ça? Il n'y a rien à attendre. Maintenant, c'est très simple. Hein. Quand vous constatez des choses comme ça, vous pouvez faire une pré-plainte sur Internet. Vous tapez pré-plainte et vous déposez plainte. Et on va voir si aux prochaines municipales, donc au second tour, celui qui aura beaucoup de plaintes parce que justement les gens se seront rendus compte de cette abjection de penser qu'à lui, à son petit ego, au lieu de l'intérêt général, la plainte symbolisera, en fin de compte, si c'est un bon défenseur de l'intérêt général, en général quand on a beaucoup de plaintes, non, ou si justement le type il s'est engagé pour l'intérêt général. Il vaut mieux voter pour quelqu'un qui s'est engagé pour l'intérêt général parce qu'à la base, on n'élit pas des représentants du peuple à l'article 3 de notre Constitution pour autre chose. Moi, je voulais te poser une question, Alexandre. C'était ouais. Par rapport à l'association SOS Maire. Je voulais savoir combien de maires il y avait dans l'association, combien vous représentez comme personne, et quelle plateforme vous avez, ou est-ce que vous faites des échanges, je ne sais pas, tous les mois, toutes les semaines, pour partager un petit peu cette expérience, à parler de la conserverie, parce que c'est effectivement le premier problème, parce qu'on peut faire des récoltes, mais après on les perd. Donc, je suppose que vous parlez de lacto-fermentation, toutes les bonnes choses Ah, pour je t'entends pas. la conserverie. Ça lag, ça lag. Ça lag. Ça lag. Ça marche mieux là? Tu m'entends? Ouais, tu peux reprendre, là, ça y est, c'est revenu. Ouais. Oui, là, ça y est. Je vous disais, je voulais savoir combien il y avait de maires dans l'association et savoir quelles étaient les plateformes que vous utilisiez, le nombre de fréquences des réunions que vous avez. Je suppose que vous échangez des techniques, comme tu disais, de la conserverie. Ça peut être la lactofermentation, ça peut être l'utilisation de certaines tailles de bocaux, ça peut être plein de techniques et de matériel que vous avez déjà éprouvé ou certains qui sont déjà en avance peuvent passer un peu les informations. J'aimerais savoir un petit peu au niveau du réseau de SOS Maire, c'est quoi les acteurs principaux et c'est quoi vos plateformes de réunion ou de partage d'informations? Alors, SOS Maire, il faut déjà savoir que c'est une association de fait et ce n'est même pas une association 1901. C'est une volonté stratégique de ma part qu'il n'y ait ni statut, le statut-fille, au bout d'un moment on est obligé de faire plein de trucs administratifs, et deuxièmement, on voulait surtout pas d'argent dans cette association. Donc là, on peut même pas avoir de compte bancaire, donc c'est une association de gens, de spécialistes, et de ceux qu'on a maintenant beaucoup d'experts,
qui se réunissent autour d'une idée. Comme disait Hugo, rien n'arrête une idée dont l'heure est venue. Donc là, on s'est rassemblés et d'affiliation. On a juste créé un maire label en maire en résilience, c'est un label où en fin de compte tous ceux qui s'engagent et peu importe leur parti, hein, c'est apolitique, apartisan, qui s'engagent à penser résilience alimentaire, voilà, peuvent se revendiquer de ce label. Mais on ne peut pas justement avoir des maires chez nous. On a juste des relations avec des maires qu'on va voir parce on a plein de retours. En fin de compte, on est une plateforme d'information où on reçoit des informations. Tiens, mon maire, il est de bonne volonté, il essaie de faire des trucs. Ok, c'est le moment d'y aller. Il y a des maires ultra exemplaires, ils sont placés là parce que ça fait 20 ans qu'ils travaillent sur l'écologie, donc ouais, c'est génial. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est plutôt le bourgeon que les grands arbres sur pied, quoi. Ce qui nous intéresse, c'est ceux qui veulent y aller. Parce que c'est plus facile de s'identifier à quelqu'un qui commence, pour commencer, que quelqu'un qui a déjà fait 30 ans de travail. On s'imagine, mais c'est monstrueux. Donc voilà, c'est un peu notre méthodologie. On a des maires avec qui on est en relation, mais ils sont déjà largement identifiés. Langouette, Kingersheim, Joseph Spiegel, Kingersheim, Jean-Claude Mensch. Il y a Gilles Perrol qui était précurseur sur les. Alors, il n'est pas maire, lui, il est adjoint. Sur les régies agricoles communales, enfin tous ceux qui sont en pointe. Malheureusement, il y a très très peu de maires qui sont en pointe sur la question de résilience alimentaire locale. Et j'ai un peu l'impression que ces questions de résilience alimentaire, ou on va dire l'intelligence communale, quand elle arrive à se mettre en place, j'ai l'impression que c'est surtout sur des petites communes. Nous, à Sainte-Anne, on est une commune déjà de 20 000 habitants. Est-ce que tu penses que c'est pertinent d'envisager un réveil comme ça d'une commune de 20 000 habitants et d'arriver à s'orienter? Ouais. Bon, c'est sûr qu'il y a plus de boulot, hein. Il faut mettre plus de Ouais, monde ouais. de côté. Mais est-ce que tu Mais il penses que faut. c'est envisageable sur une commune de 20 000 habitants d'arriver Ouais, à ouais, ouais. cette résilience? Ouais, ouais, c'est alors à condition de considérer la ville comme elle est. Hein, si tout est bétonné, de toute façon, on pourra jamais faire beaucoup de résilience alimentaire. Mais il faut faire de l'intercommunalité sur des grandes villes comme ça. On pourra jamais faire tout sur place, même si on cultive tous les toits. Alors Isabelle dirait presque oui, mais Isabelle Delannoy. Mais moi, enfin, ça va mettre un certain temps. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le temps court. C'est empêcher une crise majeure. Donc là, il vaut mieux penser avec des communes autour, parce que justement, le fait de déporter un peu l'assistance à des petites communes, c'est un effet magique. Je vais être précis. Aujourd'hui, les gens misent beaucoup plus sur les grandes communes pour y trouver du travail, de l'animation et ainsi de suite. Et donc, les petites communes maigrissent, sont désertées, voilà, les gens n'y vont pas, machin. Donc, ils perdent de leur importance et ils perdent de la saveur. Si d'un seul coup, elles deviennent extrêmement stratégiques, ces petites communes, parce que c'est elles qui ont justement tout autour de quoi nourrir celle qui ne pourra pas se nourrir à un moment où il y a une crise. D'un seul coup, ça rehausse. Et c'est plutôt, enfin, le côté systémique et social va venir beaucoup plus de ces gens qui vont se valoriser parce qu'ils viennent des petites communes dire, bah, écoutez, nous, on va vous aider. Et là, d'un seul coup, les habitants de la commune de 20 000 habitants, mais c'est quoi tous ces gens qui débarquent, qui nous disent qu'en gros, tiens, on a passé un partenariat avec telle commune pour reproduire, je sais pas, tel type de culture et puis d'autres. Hein. Et c'est là que ça crée une conscientisation des gens de la commune de 20 000 habitants. Est-ce que je suis clair? Alors, sur Sainte-Anne, pour rebondir sur la réaction, on a une grande chance.
au niveau des potentialités. C'est-à-dire que sur l'arrière-pays, on a ce qu'on appelle les grands fonds. Les grands fonds, il faut savoir que c'est un sol qui n'existe que dans 2 ou 3 endroits sur la planète, au Vietnam, etc. Ce sont parmi les sols les plus riches de la planète. C'est-à-dire que tout pousse, tout est bio. Ah En ouais? fait, il n'y a jamais eu de pesticides. Et je dirais même que y a ici un économiste qui s'appelle Lawson Body, qui a fait son doctorat sur ce qu'on appelait l'agriculture vivrière post-esclavagiste, c'est-à-dire qu'après l'esclavage, il y a eu énormément de cultures, alors vivrières, de type vivrière, sur cette zone-là, avec en plus des techniques qui ici sont appelées jardin créole, mais bon, finalement, c'est un autre mot pour parler de permaculture. Finalement, c'est des comment dire, des méthodes de culture un peu ancestrales, empiriques, mais qui sont très, très symbiotiques. Donc, on a la chance d'avoir cet arrière-pays-là avec vraiment des sols qui sont, en tout cas sur le territoire, qui sont indemnes, ce qui n'est pas le cas partout en Guadeloupe, puisqu'il y a eu il y a eu un scandale, je ne sais pas si tu es au courant, mais je suppose du chlordécone, donc Ah ouais, c'est horrible. un pesticide qui, en tout cas, sur la partie plutôt basse terre, là, pour le coup, là, les sols Flingué. ouais, 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 voilà. Donc, on a cette potentialité-là, sauf que, quand même, on voit bien que sur l'île, il y a aussi les problèmes des lobbies, et notamment les lobbies des supermarchés. Ici, sur les îles, en Martinique, c'est la même chose. Enfin, ils sont très, très forts. Et je ne pense pas qu'ils aient vraiment envie, à moins que peut-être il soit possible de travailler avec eux du circuit court, du local, etc., qu'ils acceptent justement de jouer le jeu. Euh, 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 c'est la question que je me pose parce qu'il y a aussi cette question-là qui est. Alors, je vais t'y répondre. Ouais. Je vais réagir très vite là-dessus. Je vous invite tous, autant que vous êtes, et puis ceux qui écouteront cette vidéo, à taper sur Internet Martine Donette, D-O-2-N-E-T-E. C'est elle qui a prouvé que les hypermarchés, enfin bref, tous les gros supermarchés, devaient 418 milliards d'euros à l'État. Pourquoi? Parce que vous, quand... ouais, allô? Vous m'entendez toujours? Oui, moi oui. Oui, Martine Donnet. Martine Donette. 418 milliards d'euros. Voilà, c'est ce que tous ces lobbies doivent à l'État. Si toi, tu veux, par exemple, construire une cabane dans ton jardin, parfois il faut un PLU, il faut une autorisation, il faut tout un tas de trucs. Alors que ces hypermarchés, là, elles te prouvent, Martine Donette, que malgré les interdictions de construire, ils ont parfois construit. Ok, c'est une contravention de 5e classe. 5e classe, c'est 1000 euros par mètre carré par jour. D'accord? Et les mecs, ils font ce qu'ils veulent. Et les maires ne sont pas allés réclamer la tu vois, un peu comment tu peux te faire plumer. Ils ont le préfet non plus, et puis même Macron n'a pas fait grand-chose. Donc Martine Donette est allée voir l'Europe, et maintenant ça va être traité cette histoire. Attendez, excusez-moi, après je devrais annoncer un truc qui est tombé. Ça va être traité cette histoire parce qu'il y en a vraiment ras-le-bol de ça. Donc moi je considère à ce stade, et c'est à vous d'aller voir le maire aussi, qu'ils ont une dette de sécurité publique. Parce que au-delà de foutre le bordel, enfin, j'allais être vulgaire, mais au-delà de ne pas respecter la loi, en plus ça tue les petits commerces qui créent la sécurité publique. D'accord? Les petits producteurs sont flingués à cause de ce non-respect de la loi. Donc, moi, j'ai appris en école de police, en 96, force doit rester à la loi. Donc, faut pas hésiter non plus à aller voir le maire, là, lui dire, écoutez, maintenant, vous allez informer la population, parce que c'est l'arme anti-lobby, hein, le maire. Hein. Le lobby de l'insouciance, c'est le père de tous les autres lobbies. Le lobby de ceci, le lobby de cela. Tant que la population s'en fout, ben, les lobbies de l'insouciance gagnent surtout, et c'est le père de tous les autres lobbies. Le lobby du supermarché, le lobby du pétrole, le lobby des grandes marques, le lobby de tout. Le maire, c'est le garant de l'État à l'échelle communale.
c'est à lui d'informer la population de comment ça se passe. Et c'est à la population, et c'est pour ça que nous, on a pris cette technique de faire respecter la loi 2004-811 de modernisation de la sécurité civile. Vous, administrés, vous devez connaître la loi. Allez voir où on en est. Et où on en est au niveau de votre, de votre protection. Très bien. Match retour du maire. Très bien. Bah, écoutez, vous voulez que ça se passe bien au niveau de votre sécurité publique? Il faut qu'on se mette autour d'une table parce que moi, tant que vous continuez à aller au supermarché, et ça, c'est les propos de Jean-Claude Mensch, hein, en 2018, quand je l'avais interviewé une première fois, alors qu'il était en train de développer de plus en plus sa régie agricole communale. À cette époque-là, il me dit, mais moi, ça sert à rien que je continue à faire des AMAP et ainsi de suite si tout le monde va au supermarché. Donc, je reviens un peu en arrière. Si tout le monde se met autour d'une table, dire, écoutez, maintenant, on se met d'accord, tout le monde va respecter la loi, terminer les contraventions de 5e classe, de 5e catégorie, pardon, et les hypermarchés, ils ne construisent plus au-delà de ce qu'il leur est permis de construire. Ils nous en doivent, parce qu'en principe, s'ils devaient rembourser les amendes qu'ils ont à payer, ben, ils vont justement libérer des rayons, des circuits hyper longs et nous mettre des petits producteurs à la place. Et ensemble, on va faire la sécurité publique digne de ce nom opérationnel. Excusez-moi, hop, j'ai fait tomber une chaise. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, c'est intéressant. Ouais. Il faut prendre contact avec Martine Donnette. Vraiment, j'invite tous ceux qui en ont ras-le-bol des lobbies qui font n'importe quoi à prendre contact avec cette dame. Ça fait je ne sais plus combien d'années qu'elle gagne ses procès. Mais bien sûr, personne n'ose aller chercher cet argent auprès des lobbies. Lobbies qui d'ailleurs sont pas en si bonne position aujourd'hui. Alors, en fait, j'ai envie de dire que, comme disait David tout à l'heure, on a l'impression, on a ce ressenti que la population s'en fout. On t'entend plus, Sébastien, en tout cas, moi, de mon côté, je t'entends plus. Ça a figé, Sébastien. Tu as figé. Nicolas? Nicolas, moi, ça va, hein. Vous m'entendez? Sébastien, il s'est pétrifié là, du coup. D'accord. Il est là. Nous, en Guadeloupe. Sébastien, ça coupe. Sébastien, il faut que tu reprennes, ça a coupé, on t'a pas entendu. Je vais couper ma caméra, okay. Comme ça, ce sera peut-être plus. Alors, je disais. On va limiter, on va récupérer du flux. Oui. D'accord. Et je remettrai quand je Je disais par rapport à la remarque de David tout à l'heure, effectivement, on avait l'impression qu'en Guadeloupe, que les gens s'en foutaient un petit peu de tout ce qui tournait autour du vert, d'écologie. Et par contre, au niveau national, on a vu une grande progression des Verts, en fait, hein, par rapport aux élections européennes. Et je pense que c'est un peu pareil aussi au niveau des élections municipales. Nous, en Guadeloupe, on a du retard par rapport à ça, puisqu'on est la seule liste aujourd'hui à être tournée vers la transition écologique. Alors maintenant, ce qu'on essaie de faire justement en réunissant des experts comme toi, comme la sénatrice Françoise Laborde, comme même des indépendantistes guadeloupéens aussi qui sont très proches de cette problématique d'autonomie alimentaire, c'est qu'on puisse trouver en fait des idées ou des consensus. Et que ce que je trouve qui est super important aussi dans ta approche, que toi tu as et l'approche que à Stéphane Linou, c'est l'approche responsabilité du maire en fait. Et donc cette approche responsable du maire n'a jamais été vraiment explorée sur notre territoire en Guadeloupe, de dire que oui, le maire a une responsabilité, notamment par rapport à la sécurité alimentaire, et qu'il y avait des dispositifs, ou il y a des dispositifs qu'on peut lever par rapport à cela. Et donc je crois que en tout cas, dans le travail que nous, on est en train de faire, justement, c'est de relayer cette information-là pour que la population, en tout cas sainte-anaise, comprenne qu'il y a des vecteurs importants. La peur qu'il y a aujourd'hui, puisqu'on le ressent, la peur des populations sainte-anaises enfermées et la peur de s'alimenter, tout ça. Donc, il faut surfer sur ça. Donc, c'est ça qu'on essaie de faire pour justement convaincre, notamment avant le deuxième tour, en tout cas convaincre la population de personnes et surtout convaincre aussi que les maires et tous ceux qui sont engagés vers cette voie-là, que
le côté de proximité, l'échelle de proximité est une échelle importante parce qu'on a souvent cette vision-là, en fait, que ce soit les indépendantistes, les nationalistes, ils ont toujours une vision, en fait, je dirais, régionale. Et je crois que c'est ça que tu démontres, c'est que l'échelle de proximité est très, très importante, même si ça n'empêche pas que la vision nationale aussi doit apporter, puisque on ça l'aborde, travail à faire en mettre en place cette vision nationale, mais la vision aussi locale est très importante pour pouvoir que les deux puissent s'alliancer, en fait. Donc, c'est une remarque que je voulais faire par rapport Oui, aux échanges. et l'importance de discuter, parce que il faut pas voir, moi, bon, j'ai été assez virulent dans mes propos, mais on est tous co-responsables de la situation. Bon, tant qu'on laisse certains prendre le pas sur la société, ben, ils le prennent. Hein. La nature est hors du vide. Donc les lobbies ont bien joué de marketing pour arriver où ça en est maintenant. Mais là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver des équations efficaces pour que la sécurité publique y gagne. Donc, moi, je pense que vraiment, il y a tout intérêt à prendre les gens autour de la table, y compris donc la grande distribution, qui aujourd'hui ne favorise que des circuits alimentaires longs. La grande distribution, enfin oui, la grande distribution est capable, on l'a vu avec l'expérience de C'est qui le patron, de s'adapter. Hein. La population peut elle aussi comprendre l'effort de guerre à faire, puisque M. Macron parle de guerre, l'effort de guerre à faire, de peut-être payer un peu plus cher, voire pas plus cher, hein, parce qu'il y a des fois, si on s'organise bien, ça coûte pas plus cher. Manger des bons produits au niveau nutritif, c'est quand même 10 fois mieux que des produits qui n'ont pas de nutriments et qu'on jette à la poubelle parce qu'ils ne se conservent pas. Donc, il faut informer, acculturer la population sur cette question-là. Et les gens qui n'ont pas la possibilité de faire à manger parce qu'ils sont trop occupés, parce que ceci, parce que cela, il y a des coordinations aussi à faire pour que des plats préparés soient faits par des gens qui ont envie de faire des plats préparés avec des produits locaux. Il y a des choses à trouver en local, c'est possible. Mais si on n'informe pas et si on ne fait pas en tant que maire l'effort d'aller vers les gens et de leur dire mais non, écoutez, réunion publique, on y va parce que c'est une question de cohésion nationale de faire ça, ça ne se passera pas. Et je pense que vraiment, il y a de belles choses à faire. C'est le moment, justement, avec ce Covid-19, parce qu'on ne sait pas combien de temps on va être confiné, c'est le moment de porter ces réflexions-là. Et d'arrêter de voir, il y a des gentils, des méchants. Comme je te disais, moi, quand j'ai quitté l'Élysée, j'étais dégoûté des guerres qu'on faisait. Qui j'ai trouvé en bout de chaîne qui consomme 4,3 litres de pétrole par jour, bah moi, je fais partie des Français. Un Français, ça consomme 4,3 litres de pétrole par Français par jour. Voilà, c'est comment maintenant, moi, je vais essayer de faire que des gens n'aient pas à subir ma consommation de pétrole. Bah, c'est la vraie question que je me suis posée et que j'essaie de mettre en place aujourd'hui. Mais il faut pour ça faire les bons constats. Et pour faire les bons constats, il faut se mettre autour de la table avec tous les acteurs de la société aujourd'hui et se dire quelle société on choisit de faire aujourd'hui. Comment on se renforce structurellement pour qu'on ait plus, qu'on soit plus en panique comme maintenant, à savoir si oh là là, on espère que aujourd'hui tout le monde espère que les chauffeurs routiers soient des X-Men qui ne chomperont pas le coronavirus. C'est quand même complètement aberrant qu'on en soit à ce stade-là. Mais je pense que vraiment l'État doit être plus fort que les intérêts économiques et le lobby de l'insouciance. Il doit se replacer comme un facilitateur, pas moi, j'attends pas un État fort, j'aime pas ça. L'État est fort quand il y a une belle cohésion nationale. Il l'est de fait. C'est pas par l'autoritarisme qu'on est fort. Ça, c'est complètement débile. On est obligé de taper plus fort parce que les gens ne sont plus d'accord. C'est les dictatures qui font ça. Moi, j'ai envie que la République reste une république, que la démocratie soit une vraie démocratie. Mais ce qui nous manque aujourd'hui à notre démocratie, c'est des gens qui décident. Et qui sont les gens qui décident? À l'article 3 de notre Constitution, c'est le peuple qui se fait représenter. Aujourd'hui, pour l'instant, le peuple, il attend qu'on décide. Ça ne va pas. La démocratie, c'est un principe proactif. Et donc, passer par l'axe de la sécurité publique, et notamment de la résilience alimentaire locale, c'est ce que démontre parfaitement Stéphane Minou, on règle plein de problèmes grâce à ça. Le problème du climat, ça va venir de la résilience alimentaire locale.
Pourquoi? Parce qu'on va réduire, comme je le souhaite moi aussi, cette dépendance au pétrole. Très bien. Et petit à petit, parce qu'on se concerte, parce qu'on fait de la démocratie, ça c'est ce que fait très très bien Joseph Spiegel de Kingersheim, il a vraiment mis le citoyen au cœur de la décision démocratique. Il est exemplaire là-dessus. Voilà ce que je peux dire. Juste une question encore. Et est-ce que, je sais que la sénatrice Fonsa Laborde a demandé audience au président dans le cadre pour organiser une séance de travail, un groupe de travail autour de justement cette thématique de résilience alimentaire et sécurité nationale. Alors, est-ce que quoi est le mouvement justement est parti justement des personnes référentes dans le cadre peut-être de ce groupe de travail qui sera mis en place? Non, moi je souhaite que ce soit Stéphane Linou qui soit vraiment à la manœuvre là-dessus. C'est son sujet. Moi, je suis pas très content du système dans lequel on est aujourd'hui. Moi, je ne crois pas aux décisions gouvernementales aujourd'hui. Ça m'énerve. Je me tiens en retrait parce que je trouve que c'est quand même aberrant que on demande aux gens d'aller voter alors que les médecins alertaient à la veille de l'élection. Hein. Qui va-t-on voir quand on est malade? Est-ce qu'on va voir le maire ou on va voir le médecin? On va voir le médecin. Bon, les médecins nous alertaient, nous disaient mais n'y allez pas parce que nous, notre système va exploser, on ne va pas réussir à vous soigner. Et c'est la responsabilité de l'État de pratiquer le principe de précaution. Mais là où je ne vais pas être gentil, c'est que même si j'ai beaucoup d'affection pour les maires qu'on a soutenus avec SOS Maires anti-glyphosate, ils ont fait jouer le principe de précaution pour la santé publique des administrés avec les histoires de glyphosate. Et pas d'épandage de glyphosate à moins de 150 mètres des habitations. Et alors que les médecins nous alertaient sur le principe de précaution de ne pas aller voter, ils ont organisé des élections. Où est-ce qu'était l'arrêté municipal pour dire non, il n'y a pas d'élection qui se tient parce que principe de précaution, question de santé publique, ce virus tue et on ne veut pas que les gens viennent se contaminer. Aujourd'hui, je suis en colère. Pourquoi? Parce que, bien sûr, je suis rien ni personne, je suis juste un citoyen. Mais quelque part, il y a des maires qui ont organisé ces élections qui sont morts. Il y a des assesseurs qui sont morts. Et donc, moi, pour répondre à la question de est-ce que j'ai envie de faire partie d'un groupe gouvernemental où ça va parler de sécurité publique, non. Pourquoi? Parce que j'espère que ça va être les citoyens eux-mêmes qui vont être à la manœuvre et qui vont dire à leurs représentants du peuple, maintenant vous allez nous écouter et faire ce qu'on vous dit. Et notamment, je voudrais que ce groupe, que le groupe qui va faire changer la situation, soit piloté par des militaires et des médecins. Les médecins même avant les militaires. Si on doit créer de la résilience alimentaire locale, il ne s'agit pas de foutre plein de monde dans les champs qui vont épandre du coronavirus. Hein. Donc ça doit être contrôlé par le corps médical, donner les directives de comment on fait pour que les gens aillent produire de la résilience alimentaire en ce moment dans la crise, avec des masques, avec des dépistages, et puis les militaires, non pas pour l'autorité, mais simplement parce que ça marche souvent beaucoup mieux avec eux, parce qu'ils sont très structurés quand il s'agit de faire quelque chose en urgence. Voilà. Donc vraiment, j'ai pas envie de faire partie de ce groupe gouvernemental, ils m'ont pas me posé la question, et s'ils me posaient la question, ce serait non. Très bien. Bah, c'est clair. Alors, une dernière question, parce que on va passer à une autre réunion, chers amis. Ok. Merci en tout cas. Merci. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Question ou pas? C'est bon? Non, moi, On pourra éventuellement revenir vers vous aussi quand on aura discuté avec d'autres personnes, peut-être. Ouais. Alors, mon temps est assez pris en ce moment, je suis désolé, mais c'est assez tendu. Mais oui, avec grand plaisir. Ben, les remerciements de chacun, et puis on va terminer la réunion. Puis j'espère que vous connaissez quand même quelqu'un qui est fantastique et qui est chez vous, là, le groupe, Gaël Musquet. Alors là, je vous ferai le plaisir de taper son nom sur le... Il a été décoré, cet homme-là, parce qu'il est capable, justement, en période de crise, de rétablir les communications. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, on a eu besoin de communication.
Mais aujourd'hui, systémiquement parlant, à l'échelle globale, nos systèmes de communication ne sont pas si résilients que ça. Il a suffi des cyclones à Saint-Martin, à Haïti et ainsi de suite pour que Gaël Musquet, lui, ait pu rétablir ses communications. Et c'est quelqu'un de la Guadeloupe, un monsieur exceptionnel. Voilà. Oui, Gaël Musquet, oui. Champion de la résilience. Champion Alors, de résilience en termes de communication. De communication, oui, tout à fait. Bon, on va terminer. On fait juste un tour de revoir et puis on arrête là. C'est bon, les amis? Merci. À bientôt et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci encore. À bientôt. À Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.